Deux hommes se tenaient au sommet d'une colline devant une grande plaine, l'un tenant une pelle et l'autre un drapeau. Le drapeau de la famille Frontera flottait au vent. L'homme à la pelle s'appelait John, mais tout le monde pensait qu'il était Royd Frontera, puisqu'il s'était retrouvé dans un autre monde et dans le corps de quelqu'un d'autre, et maintenant il allait faire l'incroyable. Les animaux à leurs pieds attendaient avec joie cet événement. Royd balança la pelle comme une épée, choisissant le meilleur endroit. Il a enfoncé la pelle dans le sol et l'inattendu s'est produit. L'herbe sous ses pieds s'est transformée en cellules d'un champ virtuel, et cette transformation a commencé à se propager de plus en plus loin. La plaine entière sous leurs pieds s'est transformée en réalité virtuelle. Des projections d'immeubles de grande hauteur ont lentement commencé à apparaître de nulle part, et John s'est rappelé que dans sa vie antérieure, il était un ingénieur civil ordinaire. Il allait changer le monde dans lequel il se trouvait en appliquant ses connaissances, créer une véritable métropole au lieu d'une plaine vide. Royd se tourna vers un autre homme, qui s'est avéré être son serviteur Gabriel. Heureux que ses capacités soient applicables dans ce monde, il prévoyait de gagner beaucoup d'argent en construisant une telle ville. Gabriel, incapable de voir les projections de la métropole, décida que son maître était devenu fou, puisque sa joie n'était justifiée par rien. John se souvient de la façon dont il s'est réveillé dans le corps de Royd il y a plusieurs années. Il fut réveillé par une étrange notification dans une tablette bleue, indiquant qu'il avait été choisi par un absolu et qu'il pouvait faire un vœu. Le deuxième message dans le panneau bleu, qui n'expliquait rien non plus, était celui des félicitations. John s'est réveillé de ces notifications allongées au milieu de la route. L'annonce suivante, disant qu'il était devenu l'un des héros du roman Chevalier de fer et de sang, était encore plus étrange. John, toujours allongé par terre, se rappelait qu'il avait lu ce roman avant de s'endormir. La notification suivante lui demandait de faire plus d'efforts et lui souhaitait bonne chance. John, qui ne comprenait rien et était convaincu qu'il n'avait jamais bu auparavant, ne pouvait pas comprendre s'il l'imaginait ou non, puis pensa sous le choc qu'il avait peut-être été transféré dans un corps d'un autre monde, comme c'était le cas dans les histoires qu'il avait lues. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi il se réveillait en tombant au sol et s'il était réellement dans un autre monde. S'étant relevé avec difficulté, l'homme ressentit un terrible rhume. En essayant de prononcer la phrase, John réalisa que quelque chose était arrivé à sa bouche. Une nouvelle notification rouge est apparue devant lui, l'informant qu'en raison du sommeil dehors, il avait développé une bouche tordue. John s'est mis en colère contre la notification, car il avait déjà compris ce qui n'allait pas et a brusquement écarté la fenêtre contextuelle avec sa main. L'homme se frotta la mâchoire, regardant autour de lui et réalisant qu'il n'était certainement pas dans son corps, mais dans le corps d'un héros du roman « Le Chevalier de fer et de sang », mais ne comprit toujours pas quelle place il avait prise, se souvenant lequel des héros était cette personne, qu'il vivait dans le village et pouvait dormir sur la route. Puis un étranger l'a appelé par son nom, l'appelant Royd. C'était un domestique qui le cherchait depuis longtemps. John vit d'abord son épée, puis ses cheveux bleu clair. Devant lui se trouvait un homme grand et soigné, vêtu d'un costume aristocratique, lui conseillant de retourner au manoir, et un panneau apparut d'en bas avec une inscription indiquant que le nom de l'étranger était Gabriel Azrahan, et qu'il était le personnage principal du roman Chevalier de le fer et le sang, dans lesquels John est tombé. John a été surpris que l'homme en face de lui ressemble exactement à celui du roman qu'il lisait, et il a également appelé John Royd, ce qui l'a également dérouté. Il se souvint que Gabriel, dans l'histoire du roman, était un maître d'épée qui devrait devenir célèbre sur tout le continent, mais au tout début, il n'était qu'un chevalier gardant le baron Arcos Frontera. John se souvint du nom du fils aîné du baron Fronter. Lui, John, s'appelait Royd Fronter, en l'honneur du vilain fils garçon manqué du baron. Sous le choc, il ne réalisa même pas qu'il l'avait demandé à voix haute. Gabriel a répondu qu'il ne l'avait pas traité de garçon manqué. Cependant, il a confirmé que John avait correctement évalué sa caractérisation, et le panneau de notification bleue est immédiatement apparu, confirmant par moquerie que Gabriel était satisfait d'une telle remarque. Ensemble, ils retournèrent au domaine familial Frontera. Gabriel, allumant un feu dans la cheminée de la chambre de Royd, où John devait maintenant vivre, demanda pourquoi il gisait sur la route. Comme John gelé n'a rien répondu, Gabriel lui-même a dit que Royd avait bu depuis le déjeuner, puis a cassé toute la vaisselle dans la taverne. Puis, manquant de maison, il s'est simplement endormi en chemin, ce que John n'a pas été surpris, car voilà à quoi ressemblait tous les jours de ce personnage un garçon manqué. Gabriel a dit que le baron l'avait envoyé, malgré son mauvais fils, pour prendre soin de lui, car Royd aurait pu mourir dans la rue, et même avec la bouche tordue,
et John a remarqué qu'il parlait sans crainte. La pièce était très froide, et John n'arrivait toujours pas à se réchauffer, et lorsqu'il toucha le sol, il réalisa qu'il était glacé. Gabriel a décidé de laisser Royd se reposer, disant que demain il rendrait compte de ses ruses au baron, et lorsqu'il a demandé si le serviteur ne pouvait pas parler de son pogrom dans la ville, Gabriel a refusé. Avant de partir, Royd a appelé Gabriel. Il voulait savoir combien de lumière il y avait dans la maison. Gabriel ne le comprenait pas, car il vivait au Moyen-Âge et l'électricité n'avait pas encore été inventée. En fermant la porte, le domestique laissa John seul et froid. Il y réfléchit, car il connaissait tout le contenu du roman. La veille au soir, il venait de terminer la lecture du dernier chapitre et connaissait le sort du héros dans lequel il était tombé, le sort de Royd. Ses parents, le baron et sa femme, se suicident dès le début à cause des escrocs qui leur ont volé leur fortune. Et Royd se met à mendier et à boire sans arrêt. Sa vie se termine avec des vomissements de sang et la mort. John sauta du lit, bouleversé par ses souvenirs, et cria avec insistance que même s'il avait réussi à devenir aristocrate, sa vie était aussi sans valeur que celle qu'il avait eue en Corée dans son corps natal. Il se souvenait de la toute première notification selon laquelle il avait été choisi par un absolu, et il pouvait faire un vœu, et se demandait ce que faisait cet inconnu et pourquoi il l'avait mis dans ce corps. Le lendemain matin, il se réveilla au même endroit, dans la maison du baron Frontera. Sa mère, Maria Frontera, a appris de Gabriel que Royd avait cassé toute la vaisselle de l'auberge la veille au soir. John se sentait mal à l'aise parce qu'il ne l'avait pas fait, mais qu'il lisait un roman dans lequel il était maintenant plongé. Maria a demandé avec anxiété à Royd d'aller s'excuser. John était d'accord avec cela et était prêt à s'excuser pour Royd, ce qu'il a dit à Maria et Gabriel. Mais ce comportement ne correspondait absolument pas à Royd. Alors Maria et Gabriel parurent surpris, ce qui fut confirmé par le panneau bleu qui apparut. John est indigné qu'il ne soit pas fier de lui pour une telle décision, mais il le suit tranquillement jusqu'au village pour tenir sa promesse. Un habitant du village mettait calmement de la paille dans une charrette dans une des rues du village. Bientôt, il remarqua les nouveaux arrivants et prit peur. John, dans le corps de Royd, et Gabriel marchaient dans la rue. Dès que l'homme les a vus, il s'est caché. John se retourna, ne comprenant rien. Mais quand il regardait les autres habitants, tous s'enfuyaient avec horreur et peur dès qu'ils le remarquaient. John se sentit confus et leva les yeux. Le garçon, qui regardait par la fenêtre pour le regarder, a été immédiatement attrapé par sa mère et la fenêtre a été fermée, car la femme a interdit à l'enfant de regarder Royd. Un panneau bleu contextuel indiquait que les villageois détestaient Royd, ce qu'il avait déjà deviné. Royd se tourna vers le serviteur, lui demandant pourquoi il le suivait. Ce à quoi Gabriel répondit que c'était l'ordre du baron, ainsi qu'un ordre de garde. Royd a été surpris lorsqu'il a demandé de qui le protéger. Ce à quoi le serviteur a répondu que sa tâche était de protéger les résidents de Royd. John s'est rappelé que l'image de Royd était très mauvaise et a décidé qu'il devait la nettoyer pour qu'au moment où il commencerait à mendier, comme le héros du livre, les villageois auraient une meilleure opinion de lui et lui donneraient un morceau de pain. John se souvenait également des dettes de la famille Royd, car si elles n'avaient pas existé, il aurait pu vivre dans le luxe toute sa vie. Il pensa que puisque les panneaux apparaissaient devant lui, il y avait peut-être une sorte de code de triche, et il fut capable d'appeler un panneau bleu avec les compétences de son héros. Le panneau indiquait qu'il n'avait que 2 compétences, dont l'une était la compétence passive d'une non-entité et lui permettait seulement d'irriter les autres. Et la seconde compétence le caractérisait comme un alcoolique. Et lorsqu'elle était utilisée, le héros devenait un chien. John frappa dans ses mains avec colère pour repousser le signe qui le bouleversait, semant la confusion chez Gabriel, qui n'avait pas vu les signes. Le domestique précisa où Royd allait. Gabriel leur rappela que l'auberge où Royd devait s'excuser auprès du propriétaire était à eux, et demanda si Royd avait menti à sa mère, ce à quoi John répondit qu'il était juste un peu perdu dans ses pensées. Le serviteur regarda l'homme avec scepticisme. John a commencé à se comporter comme un imbécile pour ne pas montrer qu'il ne reconnaissait pas la zone. Gabriel ferma les yeux avec lassitude, invitant Royd à entrer dans l'auberge. John s'excusa et se dirigea vers l'intérieur. Gabriel l'observait attentivement, remarquant mentalement que depuis la veille, Royd se comportait étrangement, comme s'il était devenu une personne différente. À l'intérieur de la taverne, tous les meubles étaient cassés. Les décorations des murs ont également été touchées. John s'assit à la seule table intacte, s'inclina et annonça son désir de s'excuser pour ce que Royd avait fait la veille au soir. L'aubergiste se figea et le panneau bleu apparu indiquait qu'il était en alerte, ne sachant pas à quoi s'attendre de Royd. Il a demandé à Royd d'arrêter,
Et John a pensé que ces paroles n'avaient en fait qu'effrayer davantage l'homme en raison de sa mauvaise image et de son langage trop poli. John a essayé de changer sa manière de communiquer et s'est excusé d'une manière grossière. Puis un panneau est apparu indiquant qu'il avait utilisé une manière inappropriée pour une personne qui s'excusait. Le propriétaire a à peine prononcé les mots que tout allait bien et que Royd n'avait pas besoin de s'excuser. John a décidé que ce serait suffisant. Elle et Gabrielle pourraient rentrer chez eux. En chemin, John partagea avec le domestique que même après ses excuses, l'aubergiste n'avait pas l'air content. Gabrielle lui expliqua que des excuses ne servaient à rien, car toute la vaisselle et les meubles que Royd avait cassés avaient été achetés avec l'argent personnel de l'aubergiste, et si son maître avait compensé les pertes, l'aubergiste aurait été satisfait. John pensait que même s'il le voulait, il ne pourrait pas le faire, car la famille dans laquelle il était tombé était endettée, ce qui signifie qu'il ne pourrait pas paraître normal aux yeux des résidents aussi facilement, et il avait un besoin urgent pour régler ses dettes. Le domestique a ajouté que pour l'aubergiste, ce n'est pas seulement une question d'argent, car l'hiver est très froid et la santé de la mère de l'aubergiste est mauvaise, et le pogrom organisé par Royd n'a fait qu'aggraver la situation. John se souvenait à quel point il faisait froid dans l'auberge, car il n'y avait qu'une seule cheminée, ce qui était difficile à chauffer la maison. Pendant qu'il marchait, il pensait à quel point il serait difficile pour les personnes âgées de survivre par temps aussi froid jusqu'à ce que quelqu'un invente un système de chauffage par le sol dans ce monde. Et cette pensée l'a fait s'arrêter. L'idée née d'une réflexion aléatoire dans sa tête est rapidement devenue brillante. John était toujours étonné, car la pensée qui lui traversait la tête était si simple et parfaite. Il a été choqué par sa propre idée. En un instant, il fut étonné de la facilité de la solution qui lui vint à l'esprit. Un faisceau virtuel a tracé l'espace, créant un réseau de lignes formant un tracé. John imaginait mentalement le système de chauffage par le sol qui pourrait être développé pour l'auberge, car un système de chauffage dans un monde froid, à son avis, était un incontournable. L'imbécile Royd, dans lequel il est tombé, ne pouvait même pas rêver de telles pensées. Mais pour le vrai John, c'était possible et même réalisable, puisque sa spécialité était l'ingénieur civil et qu'il était bon dans ce domaine. De plus, alors qu'il servait dans l'armée, il avait l'expérience de construire seul une maison. Dans son ancien monde, il travaillait beaucoup sur les chantiers. John serrait le poing avec enthousiasme et joie, comme si l'affaire était décidée. Car maintenant, il savait comment et avec quoi il pourrait gagner de l'argent dans ce monde et couvrir toutes les dettes de la famille dont il faisait désormais partie. Il se tourna vers la ville, disant à Gabrielle qu'il devait rentrer à l'auberge tout de suite, et le domestique se retourna avec incompréhension. John était imparable, car il était sur le point de recevoir sa première commande. Dès que l'homme a dit cela, plusieurs signes sont apparus devant lui les uns après les autres. La première notification annonçait que son véritable voyage avait commencé. La seconde disait qu'un système de points et de relations appelé RP avait été activé. La troisième disait qu'il pouvait recevoir ses points lors de ses interactions avec les autres. Et le quatrième a rapporté que désormais les points sont à 0. John regarda ces notifications avec surprise et perplexité, essayant de comprendre ce qu'elles signifiaient et comment gérer les nouvelles informations. John examinait attentivement les notifications, essayant de comprendre ce que signifiait la valeur inconnue du RP, si elle était liée à l'expérience et si elle pouvait être appliquée d'une manière ou d'une autre, lorsqu'un autre panneau d'information bleue est apparu. L'inscription sur le panneau indiquait qu'il pourrait obtenir des RP en améliorant ses relations avec les autres personnages principaux. Lorsqu'il se tourna pour regarder Gabrielle, un signe bleu avec une caractéristique commença à apparaître au-dessus de la tête du serviteur. Les symboles sur le panneau indiquaient que le niveau d'intérêt de Gabrielle pour Royd, dans le corps duquel John s'était retrouvé, était de -30. Et John a décidé que puisque la valeur était négative, cela indiquait probablement un indicateur très faible. John se sentit mal à l'aise et décida de se tourner vers le serviteur, habituellement impassible et réservé, pour tenter de rectifier la situation. Faisant une expression charmante sur son visage pour tenter de convaincre le serviteur, John le complimenta, le qualifiant de beau, et la plaque d'information bleue évalua immédiatement correctement ses motivations, qualifiant cette action de tentative d'attirer l'intérêt de Gabrielle. Mais Gabrielle restait tout aussi froid et distant, disant qu'il était au courant, et les panneaux d'information apparus rapportèrent que le compliment de Royd non seulement n'avait pas fait une impression positive sur Gabrielle, mais au contraire, avait aggravé d'1 point son attitude envers Royd. John, bouleversé et déçu, se détourna du serviteur et continua son chemin, essayant mentalement de comprendre pourquoi son serviteur était si froid avec lui. Et un simple compliment ne faisait qu'aggraver son attitude envers Royd.
Les gars sont retournés au village, rendant visite à l'aubergiste avec la brillante idée de Royd. John rédigea un accord avec l'aubergiste et en lut les termes, satisfait de l'intelligence avec laquelle il avait tout trouvé. Il remit le contrat à l'homme, l'informant que tous les frais de construction seraient déduits du montant de son indemnisation pour le tumulte qu'il avait causé, et que l'aubergiste n'avait qu'à signer le document. Cependant, lorsque Royd regarda l'homme, un nouveau panneau d'information bleue lui indiqua que l'aubergiste ne lui faisait pas confiance. John a vu que non seulement l'homme ne lui faisait pas confiance, mais qu'il essayait également de s'éloigner en utilisant une capacité appelée mur d'âme, ce que le signe lui indiquait, et le gars lui-même s'est rendu compte qu'il pourrait avoir des problèmes à exécuter son plan à cause du fait que personne ne lui faisait confiance. Cela a beaucoup bouleversé John, mais il n'était pas sur le point d'abandonner et de ruiner son grand projet dès le début. Il a donc dû recourir à la méthode qu'il voulait le moins utiliser, à savoir, utiliser la caractéristique de l'insignifiance. Faisant une expression terriblement dégoûtante sur son visage, il rappela à l'aubergiste qu'il se verrait souvent et qu'il devrait donc se faire confiance. Cela a fait une impression incroyable sur l'aubergiste, et il s'est immédiatement dépêché de signer le contrat qui se trouvait devant lui afin de se débarrasser rapidement de l'ennuyeux fils aristocratique, tandis que la plaque d'information bleue décrivait Royd comme un véritable déchet. Mais John s'en fichait, car le résultat était atteint, et il reçut le premier contrat signé. Alors le gars fut submergé par un triomphe maléfique, et il cacha rapidement le document signé dans sa poche, pour que l'aubergiste n'ait pas le temps pour changer d'avis. John décida finalement de rassurer l'homme, lui assurant qu'il ne regretterait pas son acte, et il fit un bon choix, ce à quoi Gabriel regarda son maître d'un air dubitatif, mais ne dit rien. Lorsque les deux hommes quittèrent l'auberge, il faisait beau dehors. Ils se sont arrêtés dans la cour à côté de l'auberge, et John, avec une pelle à la main, a imaginé mentalement comment il allait commencer à mettre en œuvre son plan, et Gabriel l'a observé. Le domestique s'adressa à Royd pour la première fois depuis leur retour en ville. Le visage de Gabriel exprimait le doute, la désapprobation et l'insatisfaction, tout comme ses paroles demandant que si Royd faisait chanter le propriétaire de l'aubergiste pour qu'il signe un contrat, alors il ne ferait encore rien de bon et ferait du mal aux gens autour de lui à un nouveau niveau. John regarda le serviteur avec scepticisme, essayant de comprendre comment il était arrivé à de telles conclusions. Il a demandé si Gabriel avait une quelconque logique, puisqu'il posait de telles questions, et a également précisé si le serviteur savait ce qu'était une distorsion cognitive, et il ne pouvait que poser à nouveau de manière incompréhensible la deuxième partie de la question. John, légèrement offensé, a expliqué à l'assistant que la distorsion cognitive est qu'il attend de Royd maintenant et dans le futur les mêmes choses qui se sont produites dans le passé. Et cela est dû au fait que chaque cellule du cerveau est un stéréotype et des pensées négatives. Gabriel a rétorqué que ses conclusions n'étaient pas basées sur des stéréotypes et des pensées négatives, mais sur l'expérience et les statistiques. John, à son tour, a précisé que l'expérience et les statistiques appartiennent au passé, et c'est ce dont il parlait. Gabriel n'avait rien à répondre à cela, et le serviteur se demanda à nouveau si Royd avait été capable de formuler ses pensées avec autant de compétences auparavant. Et tandis que le serviteur réfléchissait à cela, une nouvelle phrase sur la façon dont la famille de l'aubergiste sourirait fit détourner le regard de Gabriel de ses pensées et tourner son attention vers Royd. Il avait déjà commencé à travailler avec une pelle et, en réponse à la question silencieuse du domestique, il expliqua que l'aubergiste et sa mère riraient de joie. Royd a fait un nouveau mouvement avec la pelle, pensant à la façon dont ces émotions des gens ordinaires changeraient également sa vie. Son nouveau mouvement, rempli d'anticipation, était associé à l'idée que ses sourires pourraient devenir la base de ses revenus. Tout ce que Royd avait à faire était de creuser, de déplacer la terre, de la compacter et de recommencer, pendant que son serviteur regardait simplement à une courte distance. Après que le gars ait creusé une petite fondation, il a utilisé le bois de l'entrepôt du manoir, fabriquant à lui seul une charpente en bois pour la future maison. L'étape suivante consistait à appliquer de l'argile de rivière, préparant le corps de la maison, ce qui épuisait grandement le corps de Royd. John gisait par terre à côté de la maison, trempé de sueur, pensant au corps faible dont il avait hérité. Gabriel, inspectant la charpente finie de la maison sans toit, a rapporté que Royd l'avait fait très rapidement. Mais John s'est immédiatement indigné, car cela avait pris une semaine entière. Le serviteur, regardant le maître fatigué, pensa avec incrédulité que, apparemment, il avait vraiment l'intention de construire ce qu'il avait promis et d'honorer le contrat conclu. Et Gabriel ne s'attendait pas à cela de la part de Royd, qui protestait toujours contre le travail, qui, d'ailleurs,
n'avait jamais fait cela avant d'étudier. John n'a pas eu le temps de surveiller les mouvements du serviteur, car il voulait terminer la construction de cette maison le plus rapidement possible, et il n'avait plus le temps de se reposer, même si tout son corps était très douloureux et résistait aux nouvelles charges associées à la coupe du bois. John, avec beaucoup de difficultés à faire face à la fatigue, ramassa une hache dans l'intention de couper un morceau de bois. Son corps tout entier tremblait de travail et de tension alors qu'il balançait sa hache pour frapper. John rassembla ses forces et, avec une expiration, il était sur le point d'abaisser la hache sur le bloc pour le fendre. Mais ses mains de hache furent soudainement arrêtées par la main forte de Gabriel. Le serviteur arrêta le maître chancelant et fatigué, l'empêchant de porter un coup. Gabriel prit la hache des mains de John à la surprise de ce dernier, car il ne s'attendait à aucune action de la part du serviteur. Gabriel, quant à lui, a pris la place de Royd, lui demandant ce qu'il fallait faire, et l'homme, qui ne comprenait pas ce qui se passait, lui a expliqué qu'il lui fallait des planches mesurant une travée horizontalement et 2 travées verticalement. L'épéiste lançait des bûches de bois devant lui, comme s'il le faisait régulièrement. Ensuite, il a saisi la hache, comme si dans sa main il n'y avait pas un outil pour les travaux de construction, mais une véritable arme. Une série de frappes vives, rapides et professionnelles ont été exécutées par Gabriel avec une rapidité et une surprise fulgurantes. Au lieu des bûches de bois jetées au sommet, une grêle de planches de la taille idéale dont John avait besoin tomba sur le sol. Royd était sans voix et ne pouvait que lever le pouce. Après tout, il a oublié que son serviteur est un maître de l'épée et qu'il n'a pas besoin d'appareils modernes pour accomplir un travail aussi colossal. Royd s'approcha de Gabriel, ayant des projets pour son serviteur. Il se leva avec une pelle et demanda si Gabriel, puisqu'il avait si vite maîtrisé l'arbre, voulait l'aider à creuser. Le serviteur était confus et bouleversé que Royd ne l'ait même pas remercié pour son aide, mais l'avait au contraire forcé à continuer à travailler. Mais il s'est ensuite rendu compte qu'il avait simplement oublié la nature nuisible de son maître, et le panneau d'information bleu transmis que le domestique regrettait d'avoir aidé. Cependant, John n'allait pas se limiter à une seule question, et s'approchant du serviteur, il commença à faire pression sur son sens de la justice, en disant que Gabriel l'avait aidé par intérêt, afin que Royd ne puisse tromper personne, et le serviteur serait curieux de voir le résultat, et depuis lors, ils devraient tous les deux travailler pour terminer rapidement ce qu'ils ont commencé et apaiser les doutes de l'épéiste. Et John, faisant encore une fois pression sur les sentiments de Gabriel, dit qu'ils devraient travailler ensemble pour que le serviteur puisse rapidement comprendre son plan insidieux. Gabriel n'avait d'autre choix que d'accepter, sans poser de questions et en laissant les remarques de son maître sans commentaire, car il était mentalement d'accord avec les paroles de Royd, réalisant que depuis plusieurs jours, son maître avait été complètement différent, même si le serviteur ne pouvait pas lui faire confiance à cause des paroles de Royd passées. Par conséquent, Gabriel a commencé à travailler avec Royd, car ce n'est qu'après avoir terminé la construction qu'il pourrait vérifier quel était le plan insidieux de son maître. Gabriel a tout donné, brandissant une pelle et creusant avec dévouement. Royd n'est pas resté à la traîne, creusant également avec altruisme jusqu'à ce qu'il transpire. Les pelles n'ont réussi qu'à projeter la terre au-delà des limites de leur lieu de travail. Et donc Royd a balancé son instrument si fort au-dessus de sa tête, le baisser devant vous dans le mouvement final. Les 2 hommes se tenaient à l'extérieur de la maison terminée, regardant le travail alors qu'il atteignait enfin son point final, tandis que Royd célébrait avec un cri de joie. John était heureux d'annoncer au monde autour de lui que la construction était terminée. Sur la maison devant eux, il n'y avait qu'un seul hiéroglyphe inconnu de Gabriel, et l'homme a demandé à Royd ce que cela signifiait, ce à quoi John a répondu que c'était son logo. Il se tourna vers le domestique avec un sourire narquois, lui demandant ou affirmant qu'il était temps de procéder à un contrôle. Royd expliqua qu'il était temps de vérifier à quel point il avait trompé l'aubergiste avec un accord dont Gabriel doutait. Le domestique se contenta de regarder froidement son maître, sans commenter sa question. Lorsqu'ils appelèrent la famille de l'aubergiste, un vent froid et humide soufflait autour de la maison. Mais cela n'a pas empêché le système de chauffage à l'intérieur de la maison de fonctionner, ni n'a empêché les bûches de brûler dans la cheminée. La maison était complètement prête, chauffée de l'extérieur, et une épaisse colonne de fumée blanche sortait de la cheminée. À l'intérieur de la maison, il y avait un sol très chaud sur lequel la mère de l'aubergiste se roulait joyeusement, et l'homme lui-même ne pouvait pas se lasser du fait qu'il se trouvait dans un endroit chaud, sans être gêné par les regards de Royd et Gabriel. La mère de l'aubergiste, souffrant de maladies articulaires dues au froid, avouait que son corps était pleinement reposé sur ce sol chaud.
L'aubergiste lui-même continuait à tâter le sol avec enthousiasme, n'osant pas croire que cela soit même possible. Royd observa simplement l'heureuse famille, comprenant ce qui les surprenait autant et raisonnant à ce sujet. Après tout, il utilisait simplement un simple système de chauffage au sol, et pour tous les habitants, c'était comme par magie. L'aubergiste se tourna sincèrement vers Royd avec gratitude, car il n'avait pas vu le sourire de sa mère depuis très longtemps et était heureux de pouvoir à nouveau profiter de sa joie. Étonné par cela, Gabriel se souvint qu'au tout début de la construction, Royd lui avait dit que l'aubergiste et sa mère allaient rire, et ses paroles se sont réalisées. Le serviteur continuait à se demander ce qui s'était passé et pourquoi son maître avait changé en un matin, de sorte qu'il ne reconnaissait plus ni la manière de parler ni l'expression du visage de Royd. Et en plus de tout, il travaillait dur et remplissait ses promesses à l'aubergiste. Gabriel ne pouvait pas croire que Royd voulait réellement voir les sourires des gens ordinaires, car Royd Frontera n'était pas ce genre de personne. Mais le serviteur a vu de ses propres yeux le bonheur des gens ordinaires et à quel point Royd se consacrait au travail. J'ai vu que le bonheur de la famille de l'aubergiste était réel et qu'il n'était pas obtenu par tromperie, mais par un travail honnête qui rendait le serviteur lui-même heureux de la façon dont tout s'était passé. 3 panneaux d'information bleus sont apparus devant Royd, l'informant que le niveau d'intérêt du serviteur avait augmenté de 2 points et était maintenant de -29, et que pour le fait que sa relation avec le personnage principal s'était améliorée, il a reçu autant que 36 RP. Ce qu'il a vu a rendu Royd heureux, car il travaillait bien avec Gabriel et il aimait la compagnie du domestique. Le jeune maître se tourna vers le serviteur, lui demandant s'il pensait toujours qu'il était un déchet et insistant sur le fait que ce n'était clairement pas le cas, tandis que Gabriel continuait d'affirmer que son opinion n'avait pas changé, mais ne le disait pas avec suffisamment de confiance. Royd se laissa tomber derrière le domestique, toujours souriant et évaluant ce qui se passait en sa faveur, car il avait terminé la première commande, et même s'il était complètement perdu, ce n'était pas important pour le moment. Après tout, la maison qu'il a construite gratuitement pour l'aubergiste sera son objet modèle pour la publicité. Et quelques jours plus tard, toute une file faisait la queue devant la maison, tandis que Royd était assis à proximité et regardait les citadins attendant d'entrer dans la maison. Un homme aux cheveux roux est sorti de la maison modèle, partageant son impression enthousiaste et ses pensées selon lesquelles il pensait pouvoir fondre dans cette maison, tandis que la file d'attente glaciale à l'extérieur l'interrogeait avec incrédulité. Royd ne perdit pas de temps, usant de tout son charme, demandant aussitôt à la personne qui était sortie s'il avait chaud et s'il aimerait la même pièce de sa maison, frappant impatiemment la table. Royd avait un plan, et il montrait déjà à l'homme qui venait de sortir 2 options pour y parvenir en utilisant 2 modèles. Le premier étant le même que la maison séparée de l'aubergiste, et le modèle B pourrait être la reconstruction de la maison entière. Et si 2 modèles étaient choisis pour le client, il y aurait une réduction de 10%. Immédiatement, un panneau bleu est apparu pour rappeler à Royd que le villageois ne lui faisait pas confiance, mais ce n'était pas un problème pour le gars, car il a encore utilisé sa capacité insignifiante pour faire pression sur l'homme. Royd a demandé si les habitants le croyaient en se concentrant sur le prix et en utilisant tout son pouvoir de persuasion lorsque, outre les habitants, quelqu'un d'autre apparaissait à proximité. Ces personnes qui venaient d'arriver ont appelé Royd, le distrayant d'une affaire rentable. C'était le père de Royd, Arcos Frontera, qui se demandait ce que son fils faisait ici, et derrière lui se tenait un homme blond avec une grande moustache. Un autre panneau d'information est apparu devant l'homme, l'informant que le niveau d'intérêt de son père pour lui était de -20. Royd, bouleversé et surpris, ne s'attendait pas à la visite de son père, car cela n'augurait rien de bon. Le domaine familial Frontera était magnifique et bien entretenu par temps clair. Dans le salon, aux extrémités opposées de la longue table à manger, conçue pour un grand nombre de convives, il n'y avait que 2 personnes assises, à savoir Royd et son père. Royd n'était pas ravi de déjeuner seul avec son père. En regardant l'homme d'en face, il pensa à la façon dont il l'évitait avec diligence, car s'il interdisait à son fils de construire, Royd ne savait pas ce qu'il ferait. Le père de Royd fut le premier à interrompre la pause, invitant son fils à parler. L'homme regarda John avec méfiance, lui demandant ce qu'il avait trouvé cette fois-ci. Royd était préparé à une telle question, décidant de répondre rapidement et clairement dans le cadre d'un mode grossier, rapportant que l'aubergiste avait passé une commande de chauffage par le sol et que Royd l'avait simplement exécutée. L'homme ne pouvait pas se laisser tromper aussi facilement, car il savait déjà que son fils continuait de conclure des accords avec d'autres résidents, ce qui était suspect.
Arcos Frontera a particulièrement insisté en s'adressant à son fils sur le fait que les résidents étaient importants et précieux pour lui, et qu'il ne pardonnerait pas si Royd leur mentait ou les trompait. Rod continua allègrement à manger, demandant à son père de ne pas s'inquiéter, mais il remarqua mentalement qu'une fois de plus, il ne le croyait pas. Ayant fini de manger, Royd remarqua qu'il n'avait plus rien à dire à son père et qu'il était sur le point de partir, se poussant mentalement à s'enfuir plus vite. Arcos n'allait pas permettre à son fils de partir si vite, parce que ses motivations lui étaient incompréhensibles, et l'homme a suggéré que Royd allait aider les habitants, parce qu'il avait appris que leur famille était maintenant dans une situation difficile, parce que Royd pouvait. Je n'étais pas idiot et je savais voir, entendre et tirer des conclusions. L'homme a essayé de convaincre son fils qu'il pouvait gérer quelque chose d'aussi insignifiant que leurs problèmes, et Royd ne devait pas intervenir. Royd se retourna pensivement, réalisant qu'il avait déjà entendu exactement les mêmes mots lorsqu'il était John, dans sa vie antérieure. Dans le monde natal de John, son vrai père lui avait déjà dit que tout allait bien et qu'il n'avait pas à s'inquiéter, que rien de grave ne se passait et qu'il pouvait étudier. Et John pensait vraiment que tout était en ordre. Mais maintenant, il comprenait que c'était un mensonge. Et ni alors, dans son ancienne vie, ni maintenant dans la vie de Royd Frontera et de sa famille, rien n'était en ordre. Et Arcos mentait à lui. John n'allait pas devenir pathétique à cause de l'argent sale de quelqu'un. Alors, il souhaitait que son père n'abandonne pas, et lui-même n'abandonnerait pas, mais essaierait. Alors que John quittait Arcos Frontières, il savait que c'étaient les mots qu'il devait dire à son père depuis son monde natal. Mais déjà dans le couloir, les pensées de Royd retournèrent aux commandes de ses modèles, et le gars se rendit compte que le modèle A lui avait été commandé 32 fois, et le modèle B 57, et qu'il avait même reçu la moitié de la caution, ce qui pourrait résoudre les problèmes d'argent. C'est à cause de ces pensées qu'il rencontra deux inconnus dans les couloirs du domaine. En les regardant, John se souvint qu'il s'agissait du prêteur sur gage Mitroff et du prêteur sur gage Silo, puisqu'ils coïncidaient avec la description du roman. Ces hommes arrogants passaient sans même saluer Royd, ce qui l'offensait, car dans ce domaine, il n'était pas la dernière personne, mais le fils d'un baron. John ne se rappela pas immédiatement pourquoi ces hommes se trouvaient maintenant dans leur domaine. À cette époque, dans le bureau de son père, la conversation d'Arcos avec les invités ne promettait rien de bon. L'un des prêteurs, un homme maigre, Silo, s'assit imposant sur la table du baron, demandant combien de temps Arcos retarderait le paiement. Et le prêteur grassouillet Mitroff rappela que plus de 5 jours s'étaient écoulés. Mitroff a menacé que lui et son ami cesseraient de tolérer l'inaction du baron et le fait qu'il continuait à retarder les paiements, rendant Arcos nerveux. John, se rappelant pourquoi les prêteurs étaient revenus, ouvrit la porte du bureau de son père, écoutant comment, une fois de plus, le prêteur Silo faisait pression sur son père, lui proposant de vendre des objets de leur succession pour que l'argent apparaisse. John s'est rendu compte qu'il avait tout bien compris et s'est approché à temps du bureau de son père. Le sourire maléfique et triomphant de Royd indiquait qu'il avait tout planifié parfaitement. Lorsque le type fut dans sa chambre, il appela de nouveau le panneau d'information en regardant le nombre de ses points RP, qui était de 36. Il se demandait où il pourrait utiliser ces points acquis en améliorant sa relation avec Gabriel. Ensuite, un nouveau panneau d'information bleu a suggéré qu'il pourrait investir ses points dans des talents, ce qui améliorerait ses capacités, ce à quoi John ne s'attendait pas, car toutes les explications similaires précédentes étaient confuses. Le prochain signe apparu indiquait que puisque Royd ne l'appréciait pas, elle ne s'expliquerait pas et qu'il devait s'excuser. Ces paroles furent acceptées par le système mystérieux et la tablette suivante commença à se charger. Un cercle bleu brillant est soudainement apparu sous les pieds de Royd. Il s'est levé à travers tout le corps du gars, le scannant à la recherche de capacités et déterminant qu'il possédait diverses connaissances, telles que la mécanique des sols, la technologie, l'équipement de construction. En l'analysant plus en profondeur, le système a découvert des connaissances telles que les systèmes d'approvisionnement en eau, la conception de structures en acier et en béton, et le plus haut niveau d'ingénierie. Le panneau d'information suivant fut surpris que Royd en sache autant, et il se demanda si elle devait vraiment l'évaluer, et si c'était quelqu'un de vivant qui avait une bourse pour de bons résultats académiques, et c'est pourquoi elle était si méticuleuse. Le nouveau panneau d'information indiquait qu'il était possible pour John d'améliorer ses compétences en se basant sur les connaissances existantes, comme l'arpentage d'une base, qui nécessitait 15 points, ou la conception d'une base, qui nécessitait également 15 points. John a soigneusement étudié les informations sur la tablette, car il ne comprenait pas vraiment comment les compétences s'amélioraient.
Comme il avait suffisamment de points RP pour les deux améliorations, le gars a cliqué sur les deux paramètres en même temps dans la dernière plaque d'information pour les améliorer tous les deux. Une nouvelle notification portant le nom de la compétence de levée topographique, base, est apparue au même moment où les yeux du gars ont commencé à briller en vert, le faisant crier. Regardant par la fenêtre avec des yeux si brillants, il regardait le monde. Maintenant, il avait accès à un relevé topographique de la région, et il ne pouvait pas croire que cela était possible sans GPS, et que maintenant il pouvait tout calculer simplement en le voyant de ses propres yeux, car le monde, tandis que ses yeux brillaient avec les compétences appliquées, était délimité par une grille avec des dimensions. Lorsqu'il a activé la compétence de conception, il a pu dessiner des dessins de maisons juste devant lui, ce dont il était très heureux, car avant cela, il avait souffert dans son monde natal, en dessinant cela sur un morceau de papier, mais maintenant il pouvait faire-le dans les airs juste devant lui. Après avoir acquis de telles compétences, Royd s'assit pensivement sur le lit, pensant qu'à l'avenir, grâce à de telles capacités, ce serait beaucoup plus facile pour lui, mais que l'aide du serviteur de Gabriel lui suffirait à elle seule. John se souvenait de l'équipement lourd qui se trouvait dans son monde natal et était contrarié de ne pas avoir la capacité d'en invoquer ici. Puis, en réponse à ses pensées, un autre signe bleu apparut, l'informant qu'il y avait quelque chose à invoquer dans ce monde, ce qui rendit John heureux. Un nouveau panneau d'information est apparu devant son visage, provoquant la surprise. Les informations à ce sujet indiquaient que dans ce monde, il avait accès à un choix aléatoire de fantômes. Grâce à l'utilisation de points RP, il pouvait invoquer des fantômes avec des capacités et des compétences différentes, et un tel partenaire fantôme essaierait pour lui dans tout ce que John considérait comme un jeu publicitaire. Après avoir à nouveau soigneusement étudié le panneau, le gars avait encore des questions lorsque des lignes supplémentaires contenant des informations sont apparues en bas. La nouvelle partie du panneau indiquait que la sélection aléatoire d'un fantôme coûtait 50 points RP et qu'il pouvait commencer tout de suite. Royd était contrarié de ne pas pouvoir commencer maintenant, car il n'avait plus de points. Le gars se demandait ce que le mot fantôme pouvait signifier dans ce monde, car cela pouvait généralement caractériser d'énormes animaux de différentes tailles, dont la force pouvait être égale à celle d'un équipement lourd. Puis Royd s'est rendu compte qu'il avait besoin de plus de points RP pour pouvoir en profiter, puis il a quitté la pièce pour retourner au bureau de son père, susciter l'intérêt des personnages principaux et gagner les RP manquants. C'est alors que l'un des prêteurs a commencé à menacer son père en frappant sa main sur la table. C'est le gros homme Mitrov qui a déclaré que puisqu'Arcos n'avait pas un sou, il pouvait suggérer un moyen. Le prêteur a souri d'une manière effrayante, lui conseillant de vendre sa femme et ses enfants à Arcos, ce qui permettrait au baron de gagner beaucoup d'argent. Le père de Royd, étonné par ce qui avait été dit, se leva de son siège avec colère. Arcos allait clairement lui répondre par autre chose. Mais Royd, un sac sur l'épaule, interrompit leur conversation en entrant dans la pièce et en posant amicalement sa main sur l'épaule de Mitrov, lui rappelant que même si les invités sont des créanciers, ils sont obligés de maintenir les limites de la décence. Le prêteur Mitrov s'est éloigné du type qui est apparu soudainement, lui demandant qui il était. Arcos a appelé son fils par son nom, et le gros prêteur d'argent s'est souvenu de Royd comme du fils aîné méchant, soulignant que c'était clairement à cause de ses mauvaises manières qu'il s'immisçait dans la conversation des adultes. Mitrov a commencé à menacer Royd, essayant de le chasser du bureau, ce à quoi Royd a intercepté la conversation, demandant au prêteur de montrer la lettre d'invitation. Les deux prêteurs ont regardé le gars d'un air vide, ne comprenant pas ce qu'il avait demandé. Puis Royd cita la loi fondamentale du royaume, plus précisément le chapitre 6, article 3, qui stipulait que toute l'aristocratie est sujette du roi et a le droit de protéger ses intérêts. Le type a regardé les prêteurs avec sévérité et avertissement, les informant que pénétrer dans la résidence de l'aristocratie, qui est leur domaine, sans lettre d'invitation est considéré comme une intrusion et que cela est contenu dans la loi du royaume. Les deux prêteurs ont commencé à crier d'une seule voix que Royd disait des bêtises et qu'il n'avait jamais entendu une telle loi. John s'est comporté comme un imbécile et a suggéré de vérifier l'existence d'une telle loi. Il appela bruyamment son serviteur Gabriel, car il avait laissé la porte ouverte et il aurait dû l'entendre. Le serviteur de l'épée apparut immédiatement, informant Royd qu'il était à proximité. Gabriel entra dans le bureau du baron avec calme et confiance, sans être surpris par les invités. John était déterminé. Il sourit de manière effrayante lorsque le serviteur entra et lui ordonna de couper la main de l'un des intrus. Les prêteurs sont immédiatement devenus nerveux,
criant que Royd était devenu fou et qu'il voulait clairement les poursuivre en justice. John a simplement souri face à de telles accusations et a suggéré au prêteur de vérifier à nouveau si la loi à laquelle il faisait référence existe. Il suggéra au prêteur de chercher de quel côté le tribunal prendrait, pendant que Gabriel dégainait son épée. Les prêteurs étaient horrifiés à l'idée que l'épéiste allait exécuter l'ordre du fils du baron. Ils se sont précipités hors du bureau, menaçant Royd de problèmes futurs, promettant qu'ils le regretteraient. Très vite, ils disparurent du bureau d'Arcos, et seule la porte qui claquait indiquait qu'ils étaient là il y a une seconde. Royd était content de lui alors qu'il accompagnait les évadés en commentant à quel point ils étaient insignifiants. Seul son père ne partagea pas la satisfaction de son fils, se tournant vers lui et vers le serviteur qui était venu. Arcos était désespérément furieux de la farce de son fils, sûr qu'il ne comprenait pas ce qu'ils avaient fait, car, à son avis, il y avait maintenant une situation où il devait se mettre à genoux et supplier les prêteurs. Mais Royd ne prêta pas attention aux paroles de son père et, avec un bruit sourd, il posa sur la table devant l'homme le sac qu'il tenait sur ses épaules. Il sourit en disant au baron qu'au début, il voulait recevoir la totalité de la caution des villageois et ensuite la donner à son père. Mais il a changé d'avis et donne ce qu'il a déjà pour que son père paie les intérêts de ce mois-ci. Arcos a regardé avec incrédulité le sac contenant l'or, précisant que son fils avait collecté de l'argent auprès des villageois, obtenu de manière douteuse. Gabriel entra dans le dialogue de manière inattendue, se rangeant du côté de Royd et demandant au baron de ne pas s'inquiéter. Le domestique a promis qu'il veillerait à ce que Royd respecte les termes du contrat. Arcos, regardant attentivement le serviteur, arriva à la conclusion que Gabriel avait l'air de faire entièrement confiance aux paroles de Royd. Royd sourit, s'inclina devant son père, tout comme Gabriel, et dit que puisque l'argent ne le dérangeait pas, il partirait. Le bruit des pas des deux hommes résonna dans le couloir. Gabriel fut le premier à entamer un dialogue, demandant comment Royd connaissait de telles lois, car le serviteur était sûr qu'il était un imbécile, ce à quoi John, embarrassé, répondit qu'il l'avait simplement entendu quelque part. Mentalement, il se souvenait lui-même de la façon dont il avait appris cela dans le roman, après le suicide du baron et de sa femme. Les mêmes prêteurs que le baron avait maintenant, après sa mort, voulaient déterrer le corps d'Arcos et de sa femme et le vendre. Et puis Gabriel lui-même a prononcé des mots sur la loi fondamentale du royaume, son 3e chapitre, 6e article, selon lequel toute l'aristocratie était sujette du roi et avait le droit de défendre ses intérêts, ce dont Jean profitait désormais. Dans le roman, Gabriel a prononcé ces mots avant de couper le cou des prêteurs. Puis le serviteur a été acquitté devant le tribunal. Royd pensait une fois de plus qu'il possédait un énorme avantage, comme la connaissance du contenu du roman dans le monde dans lequel il se trouvait. Le pensif Royd non seulement se souvint du contenu du roman, mais comprit également qu'une notification devait arriver d'un moment à l'autre. Et puis, plusieurs panneaux d'information sont apparus indiquant que l'intérêt du père de Royd, le baron Arcos, a augmenté de 6 valeurs. Et depuis que Royd a amélioré sa relation avec le personnage principal, il reçoit 60 RP, et son montant actuel de RP est de 61. John sourit triomphalement, car tout s'est passé comme il l'avait prévu, et il va maintenant pouvoir activer le fantôme. Par une nuit de pleine lune, c'était calme et tranquille à proximité du domaine. John sortit seul sur le terrain d'entraînement, avec l'intention de mettre ses compétences à l'épreuve maintenant. Il se retourna, s'assurant qu'il n'y avait personne avant de commencer. En évoquant le panneau de navigation bleu devant lui, il choisit l'habileté de dessiner librement des créatures fantastiques. L'inscription au bas du panneau indiquait que le coût d'activation de cette capacité était de 50 RP, et John appuya sur le bouton de démarrage. Une brillante lumière verte néon s'est immédiatement allumée quelque part dans le ciel, au-dessus de Royd. Le panneau disparut, et devant lui, le gars vit plusieurs engrenages virtuels qui se mirent à tourner rapidement. Ces engrenages bougeaient bizarrement dans le ciel au-dessus de Royd. Le gars observa leurs mouvements, choqué, supposant que c'était ainsi que la magie fonctionnait. Finalement, les engrenages se sont réunis en un seul grand seau virtuel. Certes, dès que le dessin fut terminé, le seau rétrécit à la taille d'une tête humaine et s'arrêta devant Royd déçu, car le gars décida que puisque le seau était si petit, le sort était en quelque sorte faible. Rien d'autre n'est arrivé au seau, et des sons étranges et incompréhensibles ont simplement été entendus depuis ses profondeurs, jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur commence à briller vivement. Après quelques instants, un petit animal semblable à un hamster est sorti du centre du petit seau virtuel. Royd regardait cela avec confusion et bouleversement, car le gars comptait sur un grand fantôme. Le hamster tomba aux pieds de Royd, tombant sur le ventre.
Il se leva rapidement et regarda joyeusement le gars avec ses petits yeux. Royd regardait l'animal à ses pieds avec incompréhension, incapable de trouver les mots pour exprimer sa réaction. Le gars regarda l'animal avec mépris, concluant que quelque chose n'allait pas avec le sort, puisqu'il y avait une si petite créature devant lui. Cette réaction bouleversa le hamster et ses yeux se remplirent de larmes. Il a commencé à crier un mot incompréhensible, Pepodong, ce qui n'a pas clarifié Royd, car il ne comprenait pas ce que ce petit animal pouvait faire. Le gars a demandé à l'animal ce qu'il pouvait faire, car la capacité de tirer des glands ne lui serait pas utile, et de quoi d'autre le hamster était capable. Royd ne le savait pas, ce qu'il a demandé à nouveau à l'animal. Le hamster a commencé à vivre intensément pour quelque chose, et ses grosses joues étaient enflées. Il y avait quelque chose dans sa bouche. Bientôt, l'animal cracha 2 morceaux de papier, éveillant la curiosité dégoûtée de Royd. Le gars s'accroupit, ramassant et ouvrant des feuilles de papier, lisant sur l'une d'entre elles que c'était le manuel de Podong, qui était le nom du hamster de ce monde. Les instructions indiquaient que Pepodong était un hamster mignon et qu'il fallait en prendre soin avec amour. Le deuxième sac contenait des graines de tournesol qui devaient être nourries au podong, et certaines d'entre elles pourraient modifier la structure du hamster. Les instructions indiquaient que la graine de tournesol rouge faisait grossir le pepodong, mais que l'effet disparaissait après 12 heures. La graine de tournesol bleu rend le pepodong petit et doit lui être nourrie avant que l'effet de la graine rouge ne prenne fin. Royd a également lu dans les instructions qu'un ensemble de 2 graines coûtera un point RP. Le gars a regardé l'animal avec une question, réfléchissant à haute voix à la taille que cet animal pourrait atteindre, s'il s'agissait seulement de la taille d'une personne ou plus. Ce à quoi Podong, criant son nom, a conseillé à Royd de vérifier par lui-même. Royd, se souvenant que les hamsters s'égouttent bien, a décidé que le pepodong pourrait être utile, même s'il devenait seulement de la taille d'une personne. Alors il a donné à l'animal une graine rouge. Pepodong accepta joyeusement la friandise, mangeant instantanément la graine offerte. La transformation de l'animal commença immédiatement, et juste sous les yeux de Royd, le pepodong commença à grossir rapidement. Et le pepodong l'a fait si vite que Royd n'a pas eu le temps d'esquiver et a été renversé par l'animal. Comme la transformation du hamster était très rapide, l'impact sur Royd a été si fort qu'il a été envoyé voler à plusieurs mètres. S'arrêtant au sol, le gars regarda avec choc l'énorme bête. Devant lui, il n'y avait plus un petit hamster, mais un pepodong fantôme de 5 mètres voire 10 mètres de long. L'énorme hamster méprisait Royd, espérant que son propriétaire était désormais satisfait de sa taille. La plaque signalétique bleue caractérisant l'animal indiquait que le pepodong possédait la compétence de creuser de premier niveau. Confirmant cela, l'animal a immédiatement creusé une immense tranchée dans le sol à la vitesse de l'éclair. Le panneau d'information suivant indiquait que le pepodong possédait une compétence de fortification au sol de niveau 1. En criant joyeusement son nom, l'énorme hamster roula le long de la tranchée creusée, la renforçant grâce à la force de son grand corps. Le nouveau panneau d'information parlait du premier niveau de gonflement des joues comme d'une autre compétence podong. L'animal s'est arrêté et a gonflé ses énormes joues, montrant comment il le pouvait. Il s'est avéré qu'il avait un morceau de terre dans la bouche, qu'il a immédiatement craché devant Royd. Une énorme boule comprimée, abondamment recouverte de salive au point de tacher tout autour, est tombée au sol devant le gars. Royd, pas du tout gêné par l'abondance de la salive du pepodong sur la motte de terre qui l'éclaboussait de la tête aux pieds, observait avec plaisir ce qui se passait, car le pepodong pouvait résoudre tous ses problèmes avec du matériel lourd. De retour dans sa chambre le long des couloirs du domaine, Royd réfléchissait à la meilleure façon de parler du pepodong aux autres et se demandait si les gens s'inquiéteraient pour l'animal. Il eut l'idée d'emporter simplement un livre d'invocation avec lui et de dire à tout le monde autour de lui qu'il était un brillant invocateur. Et rassuré par cette pensée, le gars accéléra assez vite. Partant rapidement chez lui, il réfléchissait déjà à la manière de résoudre le problème des ouvriers pour le projet de construction à grande échelle que Royd avait commencé. Le matin du début n'a pas tardé à arriver. Le temps était magnifique aux alentours du village et du domaine. Royd a rassemblé un groupe d'hommes habillés de manière identique devant lui et a distribué des pelles à tout le monde, commençant le briefing et ordonnant à chacun de répéter les règles importantes après lui. Tout d'abord, il a communiqué que la sécurité passe avant tout, en le criant pour que tout le monde puisse l'entendre. Devant lui se tenait l'armée de la baronnie Frontera, composée de 30 personnes qui ne comprenaient pas vraiment de quoi Royd parlait, bâillant d'un air endormi et demandant à nouveau. Royd a dû se battre pour ne pas rire alors que les soldats devant lui répondaient de manière inappropriée, comme s'il n'était pas payé,
Puis Royd s'est demandé, puisque son père avait tant de dettes, pourquoi ils entretenaient toujours ces soldats au lieu de les licencier rentrer à la maison. Le gars pensait que puisqu'ils obéissaient si paresseusement à ses paroles et que la situation financière du baron était mauvaise, il ne donnerait pas à ces gars des primes pour heures supplémentaires. Et comme ils étaient de toute façon inactifs, ils pourraient devenir une excellente main-d'œuvre. Royd s'adressa à nouveau aux soldats, les exhortant à l'écouter attentivement et leur rappelant qu'ils étaient tous des soldats et qu'ensemble, ils formaient une armée. Il a rappelé que l'essence de l'armée est d'accomplir les tâches assignées, tout en rappelant son passé et son service dans l'armée de son monde natal, où ils ont passé plus de temps à creuser et à désherber qu'à s'entraîner. Royd a fourni aux gars une montagne de terre, disant qu'il l'avait creusée en travaillant toute la nuit. Il a gardé le silence sur le fait que c'était le mérite du Pépéodongue d'avoir réussi à le faire en une demi-heure, car cela ne concernait pas les soldats. Il s'est tourné vers les gars, expliquant que leur tâche principale était de faire revivre le domaine, qu'il mettrait en œuvre son nouveau projet et que les soldats devaient déplacer ce terrain vers le chantier de construction. Un tel commandement n'a pas suscité de soutien parmi les soldats, qui ne voulaient manifestement pas travailler. Royd supposait que ces personnes réagiraient de cette façon, mais ce n'était pas le principal problème. Le type a été approché par quelqu'un qui venait de s'approcher. C'était l'homme blond qui, avec le père de Royd, lui rendait visite dans le village lors de la présentation de maisons modèles aux habitants. Et c'était le chevalier principal de la baronnie de Frontera, Neumann, qui se demandait ce que Royd avait ordonné à son peuple de faire. Mais Royd n'était pas surpris, car il attendait le moment où Neumann parlerait. Il y avait 3 chevaliers dans le domaine Frontera, et l'aîné d'entre eux était Newman, auquel le Bayern et le personnage principal du roman, Xavier Gabriel Azrahan, étaient subordonnés. Et maintenant, debout à côté de Newman, John a rappelé qu'au début du roman, seuls Gabriel Bayern et Xavier Arakan étaient restés fidèles à sa famille jusqu'à la chute de la succession. Et Newman fut le premier à trahir et à abandonner le baron, car c'est lui qui vendit des informations sur le baron à des escrocs. Royd regarda Newman avec un air de mépris et d'incompréhension, se demandant comment une personne aussi dégoûtante pouvait être le chevalier principal du domaine. Se ressaisissant, le garçon jeta la pelle sur son épaule, se tournant vers le chevalier Neumann et lui demandant ce qu'il pensait qu'il faisait. Le chevalier continua de regarder Royd du regard, répondant qu'il ne pouvait pas croire que le fils du baron forcerait la milice à faire son sale boulot. Et lui, en tant que chef des chevaliers, ne pouvait pas tolérer une telle chose. Royd ne pouvait que lever mentalement les yeux au ciel face aux bêtises que disait le chevalier, parce qu'il gagnait de l'argent pour rembourser les dettes de sa famille. Mais à haute voix, le gars a seulement dit qu'il avait la permission du baron. Newman, bien sûr, ne croyait pas aux intentions positives de Royd, soupçonnant qu'il avait d'une manière ou d'une autre déjoué le seigneur, et décida de se souvenir du passé du jeune fils du baron. Le chevalier supposait que les intentions de Royd étaient égoïstes, et qu'il utilisait la milice à des fins personnelles. En regardant le gars serein, Neumann lui a demandé s'il avait raison ou tort. Royd confirma avec un sourire calme que le chevalier avait raison. Et puis, d'un air sérieux et menaçant, il ajouta que Neumann allait désormais recevoir un coup de pelle. Le chevalier devant lui ne s'attendait clairement pas à une telle pression, car son endurance était faible et ses émotions exprimaient la peur et la peur. Et Royd remarqua que dans les jeux en ligne, si Newman y avait déjà joué, son endurance n'aurait pas été suffisante pour un vrai combat. Royd enfonça brusquement la pelle dans le sol, en ramassant une partie. En se balançant, il jeta du sable au visage du chevalier, le prenant par surprise. Les gars de la milice ont regardé ce qui se passait sous le choc, ne s'attendant clairement pas à une telle tournure. Newman n'a réussi à protéger sa main que de quelques bosses. Royd sourit d'un air suffisant, car sa farce était un succès, et le chevalier était effrayé par son action inattendue. Neumann se tenait couvert de sable, sale et humilié. Son visage exprimait de la colère et de l'indignation, et il se tourna vers Royd, le traitant de scélérat et lui demandant s'il essayait de ternir sa réputation, maudissant mentalement le fils désemparé d'un baron en faillite. Mais Royd ne devait pas se laisser influencer, car c'est exactement ce qu'il voulait, aiguillonner le chevalier et lui demander s'il voulait jeter ses insignes et se battre. Le gars a magistralement fait tournoyer la pelle dans ses mains, comme s'il s'agissait d'une arme. L'arrêtant juste devant le visage du chevalier, Royd le défia. Le gars demanda avec un sourire si le chevalier était prêt à essayer de le combattre et de se battre en duel. Le chevalier en colère était au plus haut niveau de colère, rapportant que Royd le regretterait, acceptant clairement son défi. Gabriel, qui avait déjà entendu parler de l'idée de Royd au domaine,
a précisé s'il allait réellement se battre en duel avec le chevalier Newman dans un mois. Le serviteur regarda le jeune maître d'un air dubitatif, lui demandant s'il avait confiance en sa victoire. Royd, à sa manière habituelle, commença à copier l'imbécile, niant d'abord la victoire. Il a honnêtement admis qu'il n'était qu'une personne paresseuse, alors que son adversaire était un chevalier qui s'appelait à la fois un cœur de man et un expert en épée junior. Et comment Royd pourrait-il pouvoir le combattre? Et clairement, Gabriel a demandé cela sans réfléchir. Mais finalement, Royd a demandé si son serviteur pouvait penser, ce qui l'a clairement offensé. Gabriel dut faire de son mieux pour ne pas saisir son épée à ce moment précis. Le serviteur regarda le maître à l'air mentalement retardé, ne croyant clairement pas qu'il puisse soudainement jeter de la saleté sur le chevalier Newman et même le défier en duel, en supposant que Royd voulait redevenir un scélérat, comme avant. Gabriel doutait qu'un tel acte de Royd puisse être lié à l'idée de gagner de l'argent, car il a lui-même demandé une faveur au baron, a retiré Gabriel de la conversation et a nommé le chevalier Bayern comme directeur temporaire, tandis qu'il dirigeait lui-même un détachement de constructeurs. Le serviteur ne pouvait pas croire que Royd n'était pas confiant dans ce duel, et ne pouvait pas décider ce qu'il devait penser, et parce qu'il continuait à faire semblant d'être insouciant et à se curer le nez, Gabriel voulait le tuer. S'essuyant les mains et interrompant les coups de son serviteur, Royd se tourna vers Gabriel, en tant que chevalier Xavier, pour lui demander de faire quelque chose pour lui. Le jeune maître fit encore une grimace et demanda nonchalamment au serviteur de lui apprendre à se servir d'une épée. Gabriel regarda le gars en face de lui et répondit qu'il ne voulait pas faire ça. Royd fit une grimace déçue et bouleversée, copiant toujours l'idiot et demandant pourquoi. Et le serviteur répondit que la première raison était que son devoir était d'assurer la sécurité de Royd. Gabriel regarda ensuite le gars en face de lui avec appréciation, ajoutant que la deuxième raison était que Royd était comme un sac, dans le sens où si on apprenait l'escrime à ce sac, qu'est-ce qui serait encore plus dangereux d'être près de lui, ce que Royd était offensé par, et a demandé au serviteur de parler plus doucement. Et lorsque Gabriel tourna à nouveau son regard vers le maître, il précisa à nouveau si c'était toutes les raisons pour lesquelles il ne voulait pas lui enseigner. Après tout, Royd avait un plan et quelque chose à offrir à Gabriel, et il demanda si le domestique accepterait de lui apprendre l'escrime s'il pouvait gérer son insomnie en retour. Gabriel déglutit, surpris que Royd soit conscient de sa faiblesse. Royd appréciait l'effet de surprise, se rappelant qu'il le savait parce que c'était dans le roman qu'il lisait, et qu'il connaissait non seulement l'insomnie, mais aussi sa cause. Dans le roman Chevalier de fer et de sang, les chevaliers étaient divisés par rang en 4 niveaux. Le tout premier était l'expert en épée junior, le suivant était l'expert en épée intermédiaire, suivi de l'expert en épée suprême, et le dernier était le niveau de maître d'épée. Le niveau de Xavier était le plus élevé des maîtres d'épée, et il atteindrait bientôt le dernier niveau. Et la raison de son insomnie était les nerfs inhumains de Gabriel, qui étaient trop sensibles. Cela s'appelait le syndrome du maître d'épée. Et Royd comprit que non seulement il le savait dans les zones rurales où il se trouvait, mais que Gabriel lui-même n'en avait aucune idée. Alors il précisa à nouveau si le chevalier devant lui accepterait de le faire une telle affaire. Et, pour faire pression, Royd a déclaré que Xavier ne devait pas prétendre qu'il n'était au courant d'aucune insomnie, en insistant sur le fait que son manque de sommeil était écrit sur son visage. Gabriel poussa un soupir de soulagement, se détendant légèrement après que Royd ait tout expliqué. Il regarda le jeune maître d'un air condamné et accepta à contre-cœur d'essayer de lui apprendre, ce à quoi Royd ne le crut pas immédiatement et lui demanda de ne pas céder à lui. Gabriel sourit d'un air suffisant, disant qu'il ne croyait tout simplement pas que Royd puisse guérir son insomnie et qu'il échouerait très probablement, car le serviteur avait essayé beaucoup de choses pour y faire face, allant du traitement cognitivo-comportemental aux remèdes à base de plantes, en passant par l'aromathérapie, les exercices spéciaux, les soins orientaux des médicaments et des choses comme ça. Cependant, la méthode de Royd a fonctionné. Parr et Gabriel se sont très vite endormis sur un rocking chair, serrant un oreiller dans leurs bras. Le gars se tenait à proximité d'un air suffisant, admirant le résultat de son travail et se disant tranquillement que tout ce que Gabriel énumérait était un non-sens et qu'il savait exactement comment guérir l'insomnie du serviteur. Royd s'est souvenu que dans le livre, Gabriel s'était accidentellement endormi pour la première fois alors qu'il étudiait des techniques magiques. Il a donc lui-même adopté une approche similaire en lisant au serviteur la 18e technique magique concernant un manuel sur les structures en béton armé. Souriant jubilatoirement, Royd triompha, se réjouissant mentalement du fait que depuis qu'il avait réussi, toutes les compétences d'un épéiste lui reviendraient désormais.
Leur première séance d'entraînement a commencé tôt le matin. Un Gabriel au look parfait annonça le premier exercice, disant à Royd de courir 50 tours. Royd regarda calmement le serviteur et se tourna pour commencer sa tâche. Gabriel le regarda avec surprise, mentalement surpris qu'il ait couru sans se plaindre. Royd, quant à lui, a couru le premier tour, et alors qu'il dépassait Gabriel, il a commencé à gémir misérablement, disant qu'il voulait qu'il lui apprenne quelque chose. Cependant, il ne s'est pas arrêté et a couru plus loin, et lorsqu'il a dépassé le serviteur, il a demandé sarcastiquement s'il s'attendait à ce que Royd court, et a probablement pensé qu'il se plaindrait. Après le cercle suivant, Royd a poursuivi en disant qu'alors Gabriel aurait dit que le maître ne pouvait tout simplement pas faire cela et l'aurait écarté. Depuis que Royd, avec ces mots, est entré directement dans les pensées de Gabriel, il est resté stupéfait. Courant plus loin, le gars a crié au serviteur qu'il devrait réfléchir à ce qu'il ferait ensuite, car Royd allait courir jusqu'au bout. Le panneau d'information bleu qui apparaissait devant lui informait Royd que sa compétence passive de leader avait été augmentée au 4e niveau, et que désormais tous ceux qui le verraient le prendraient pour une personne anormale et ressentiraient le besoin de le frapper, ce à quoi le gars était indigné d'avoir eu une telle habileté à souhaiter que la notification disparaisse. Chaque étape n'était pas aussi facile pour Royd qu'il y paraît, et mentalement, le gars admettait déjà qu'il était fatigué, et dire le contraire ne serait pas vrai. De plus, une telle vie n'était rien en comparaison de ses souvenirs de vie dans le monde réel, où il n'avait pas de famille qui puisse lui apporter de la chaleur. Chaque matin, il ouvrait les yeux dans un dortoir bondé. Chaque jour, il portait des briques sur son dos jusqu'au 4e étage de la villa. Chaque nuit, il travaillait comme chargeur, chargeant des camions de carton juste pour éviter la famine, vivant dans l'espoir qu'un jour les choses s'amélioreraient. Il s'est encouragé à tenir le coup, John, parce qu'un jour il irait mieux, espérant la lumière au bout de son sombre tunnel de vie. Il s'est assuré qu'il se portait bien et qu'il était qualifié, se tournant mentalement vers un avenir meilleur. Je pensais qu'il ne restait que peu de temps avant que cet espoir n'arrive. J'ai cru jusqu'au bout, mais mon espoir n'était ni justifié ni justifié. Et l'avenir radieux s'éloignait de plus en plus de lui. Et à la fin, il s'est retrouvé seul dans l'obscurité totale. Par conséquent, en comparaison avec ces sentiments oppressants de la vie réelle, cette douleur et ce désespoir. L'entraînement de Gabriel, sa souffrance en ce moment n'était rien. Et Royd a couru le tour suivant, assigné par Gabriel, sans pleurnicher ni abandonner. Gabriel, voyant comment il s'épuisait, se consacrant sincèrement à l'entraînement, décida d'aider le jeune maître et de lui apprendre sa technique d'escrime. Une nouvelle série de panneaux d'information bleue informa Royd que l'opinion de Xavier à son sujet s'était améliorée d'1 point et était désormais de -28. Et pour cette légère amélioration de sa relation avec le personnage clé, il reçut 18 points RP. Et maintenant, le score RP était de 29 points RP. À cette heure, dans la nuit, une conversation importante entre Newman et le baron Frontera eut lieu sur le domaine. Le père de Royd ne comprenait pas comment son fils pouvait se montrer si impoli envers Newman, qui protégeait leur famille depuis 5 générations. Le baron fut bouleversé par la nouvelle du duel, car il pensait que Royd avait repris ses esprits. Mais après cette nouvelle, il pensa qu'il avait apparemment mal compris les motivations de son fils. Cependant, le père informa le chevalier que son devoir moral l'obligeait à ne pas interférer avec le duel, mais il ne put s'empêcher de demander au chevalier, puisque son fils était l'héritier du domaine, de ne pas être trop cruel envers Royd. Le baron demanda au chevalier de ne pas mutiler son fils, mais simplement de le ramener à la raison avec ce duel. Newman baissa docilement la tête, disant qu'il acceptait la demande de son maître. Mais Newman n'était pas honnête avec le baron, car dans son esprit, il se demandait déjà s'il pouvait et voulait faire cela lors d'un duel. Marchant avec colère dans les couloirs du domaine, Newman, au contraire, imaginait mentalement comment il battrait le scélérat arrogant Royd, puis le tuerait simplement. Le chevalier décida également que si le baron en faisait un scandale, Newman le tuerait également avec la baronne, puis le ferait passer pour un suicide. Puis, comme il l'avait prévu depuis longtemps, il quitterait ce village pour un meilleur endroit. Newman se réjouissait mentalement que grâce à cette astuce du jeune scélérat, ces événements se produiraient beaucoup plus rapidement que ce que le chevalier espérait, ce qui le rendait très heureux. 1 mois passa et le jour du duel entre Newman et Royd arriva. De nombreuses personnes se sont rassemblées autour du terrain d'entraînement, et Newman avec une épée et Royd avec une pelle se tenaient au centre. Assis sur le podium, les parents de Royd et 2 chevaliers attendaient avec impatience le combat à venir. Newman détacha son épée et son fourreau de sa ceinture,
les saisissant pour plus de commodité et se tourna vers Royd, lui demandant s'il était prêt. Royd donna un coup de pied avec le bord de la pelle en métal lourd et la jeta sur ses épaules, répondant avec un sourire qu'il était prêt. Le jeune monsieur était plein de confiance et d'autosatisfaction, disant que Newman devait se préparer à recevoir une pelle. La foule des spectateurs regarda Royd avec surprise, ne comprenant pas pourquoi il avait choisi une pelle, ne croyant pas qu'il avait sérieusement décidé de combattre le chevalier Newman avec une pelle. Newman lui-même se retourna avec mécontentement, évaluant de manière humiliante la pelle entre les mains de son adversaire. Gabrielle, debout sur le podium avec les parents de Royd, a également regardé la pelle du jeune maître, se rappelant qu'elle était en métal et que Royd l'avait commandée à un forgeron. Le père de Royd, quant à lui, a déploré que son fils soit un idiot, suggérant que pour lui, tout cela pourrait ressembler à une sorte de blague. Gabrielle se demanda si Royd pouvait vraiment tout prendre comme une blague, et arriva à la conclusion qu'il ne le pouvait pas, se souvenant de ce que son maître avait fait le mois dernier. Le serviteur a vu Royd faire avec acharnement des exercices généraux tôt le matin. Dans la journée, son maître se rendait sur le chantier pour expliquer aux ingénieurs du village la situation de la chaufferie. Dans la soirée, Royd retourna vers Gabrielle et ils s'entraînèrent avec l'épée jusqu'à ce que le gars veuille dormir. Après avoir analysé tout cela, l'épéiste décida que son maître ne ressemblait pas à un homme qui plaisantait, et Gabrielle était sûre que Royd était sérieux. Le père de Royd leva la main, appelant tout le monde au silence, et annonça que le duel entre Royd Frontera et Knight Newman commencerait maintenant. Newman poussa son épée en avant, prenant une position de combat. Royd a attrapé la pelle à 2 mains et a également pris position, sauf qu'elle n'avait pas l'air sérieuse du tout. Gabrielle observait cela avec étonnement, se plaignant que son maître avait pris une pose si stupide, pas du tout celle d'un combattant. Newman attaqua du premier coup sec de son épée, à haute voix indigné que Royd se soit moqué de lui avec une telle négligence lors du duel. Royd était complètement concentré sur le combat, tenant fermement la pelle devant lui. Il repoussa avec confiance l'attaque du chevalier, restant immobile. Gabrielle et le baron Frontera regardèrent le combat avec surprise. Newman pensait que Royd avait eu de la chance en lançant son 2e coup. Mais non seulement le fils du baron ne souffrit pas de ce coup, mais il le repoussa avec sa pelle, redirigeant l'épée du chevalier dans l'autre sens. Gabrielle observa les mouvements de son maître avec étonnement, réalisant qu'il venait d'utiliser une technique incroyablement efficace, utilisant une technique spéciale utilisée dans les batailles réelles, et le serviteur ne put que constater avec étonnement que c'était la preuve d'une forte amélioration des compétences d'épée de Royd, après tant d'années sans progrès. Royd, quant à lui, pointait à nouveau la pelle sur Newman, surpris par sa vitesse. Mentalement, le gars rit de la confusion du chevalier devant lui, se rappelant que dans son pays natal, tout homme pouvait manier une pelle comme celle-là. Royd se souvient de sa vraie vie, où il a été formé pendant son service militaire à cette technique moderne de combat au corps à corps appelée charge à la baïonnette. De retour à la bataille, le gars se rappela mentalement que la pelle dans ses mains peut faire beaucoup, se jetant à nouveau vers le chevalier qui eut à peine le temps d'esquiver avec un cri honteux. Royd a utilisé son arme non seulement comme arme d'attaque, mais aussi comme bouclier, détournant les coups de l'épée de Newman. Une autre attaque de Royd, qu'il appelait le pouvoir de couper les racines, et la pelle passa très près du chevalier, qui parvint à nouveau à esquiver. Une pensée soudaine qui frappa le fils du baron l'obligea à enfoncer une pelle dans le sol et à faire quelque chose que personne n'attendait de lui. Le gars se tenait sur la pelle avec les 2 pieds et, s'élançant, commença à sauter dessus avec un cri fou, désorientant son adversaire. Gabriel, qui était sincèrement inquiet pour Royd, pensa avec crainte que son maître plaisantait encore. Mais Royd n'avait pas le temps de plaisanter, car il était sur le point d'attaquer. Gabriel, appréciant son visage concentré et satisfait, se remit à douter des motivations de son maître. À ce moment, Newman, avec un cri victorieux, se précipita de tout son corps pour attaquer son adversaire. Royd était prêt pour un tel tournant, car la pelle n'était que la première arme que le gars préparait pour battre son adversaire. La deuxième arme de Royd était les bases de l'escrime, qu'il avait apprises de Xavier, et en les utilisant, le gars a mené une série d'attaques, forçant son adversaire à battre en retraite. Étonné par la rapidité et la force des coups du fils du baron, Newman commença à douter d'avoir correctement évalué son adversaire, car Royd avait toujours été un ivrogne et un salaud, et le chevalier ne pouvait pas comprendre quand il était devenu si fort. Royd a utilisé la troisième arme qu'il a préparée pour ce duel avec Newman. C'était une compétence synchronisée dans le maniement des outils, ou plutôt dans le creusement du premier niveau, qui lui a permis de ne faire qu'un avec la pelle dans l'âme et le corps,
grâce à laquelle la synchronisation entre lui et la pelle n'a fait que croître. Il balança sa pelle, qui brillait en vert avec une activation de compétence, se préparant à frapper. Royd se souvient comment il a pu obtenir des points RP pour cela, parce que sa formation a augmenté l'opinion de Gabriel à son sujet d'un point complet. De plus, le baron et la baronne, qui ont vu pour la première fois de leur vie la sincérité de leur fils, ont également amélioré leur opinion à son sujet de 2 et 3 points respectivement. Par conséquent, il a pu accumuler 97 points RP, et les panneaux d'information bleus lui suggéraient d'apprendre la compétence de creusement supplémentaire, qui ne coûtait que 40 points RP. Lorsque Royd a accepté et maîtrisé cette compétence, il s'est rendu compte qu'il était plutôt cool. Et maintenant, pendant la bataille, il l'a utilisé avec compétence pour affronter le chevalier. Neumann était épuisé parce que Royd était trop doué pour le contrer. Le chevalier se concentra, balançant son épée, décidant mentalement qu'il n'avait pas le choix, car il allait utiliser une technique qui n'était habituellement pas utilisée contre les gens ordinaires. Il serra son épée, activant la compétence spéciale qu'il allait utiliser pour vaincre Royd. Gabriel, qui remarqua cela, plissa seulement légèrement les yeux, ne s'attendant visiblement pas à cela de la part du chevalier, mais sans avoir l'air effrayé. Le pouvoir de la compétence, appelé mana, commença à se concentrer dans le corps de Neumann. Il coulait de ses bras et de ses jambes jusqu'au centre de sa poitrine, se tordant en spirale au niveau de son cœur. Royd, prêt à tout, réalisa ce qui se passait, car son adversaire faisait le plein de mana. Le gars savait que cette compétence s'appelait un cœur de mana, et Neumann allait clairement l'utiliser contre lui. Le chevalier se releva et leva son épée devant lui. Il regarda le fils du baron d'un air menaçant, disant que tout était désormais sérieux, et traita son adversaire de bâtard. Royd resta silencieux, serrant seulement plus fort la pelle et ne montrant pas de peur. Neumann se tourna et se précipita vers lui, avec l'intention de lui porter un coup écrasant. Gabriel a observé attentivement la bataille qui se déroulait, analysant mentalement que Royd, qui n'avait aucun talent depuis 10 ans, aurait eu besoin d'au moins 5 ans pour maîtriser une technique telle que le cœur de la manne, et qu'il était peu probable qu'il soit capable de bloquer une telle technique une attaque maintenant. Royd, quant à lui, restait calmement debout, prêt à ce que le chevalier frappe. Il a simplement levé son arme devant lui, soit dans l'intention de repousser l'attaque, soit dans l'intention d'utiliser la pelle comme bouclier. Neumann a triomphé mentalement, le considérant comme un idiot, prévoyant avec son coup non seulement de couper la pelle, mais aussi de percer le crâne du gars. La mère de Royd, Maria, effrayée, s'est couvert la bouche avec ses mains, retenant un cri, et son père s'est levé de son siège, inquiet pour son fils. Le coup écrasant du chevalier Neumann frappa le noyau de la pelle. Mais ce à quoi le chevalier s'attendait ne s'est pas produit et la pelle a survécu. Au contraire, au lieu de ressentir l'effet de la défaite, Neumann sentit que toutes ses forces semblaient là commencer à s'écouler. Royd sourit malicieusement, se souvenant mentalement de la 4e arme, qui était la compétence que le gars préparait spécifiquement pour le duel avec le chevalier. Gabriel continuait calmement à regarder le duel, tandis que Royd rappelait que c'était grâce au serviteur qu'il avait pu maîtriser la compétence du mana, car c'était cette compétence qui faisait de Xavier l'homme le plus fort du roman. C'était la technique de base d'Azra Khan, qui, lorsqu'elle était utilisée, pouvait transférer du mana d'un adversaire à un autre pendant un combat. Neumann retira son épée, recula et s'exclama avec horreur que son mana avait été épuisé. Royd n'a pas attendu que son adversaire reprenne ses esprits et a lancé un autre coup. Il a frappé Neumann avec une pelle en plein visage de toutes ses forces. Le chevalier vit seulement la dent voler au-dessus de lui sur fond de ciel bleu. Je l'ai vu, mais à cause du coup, je n'ai pas immédiatement réalisé que c'était sa dent. Royd, empêchant à nouveau Neumann de reprendre ses esprits, le frappa à la mâchoire avec le manche d'une pelle, et il se balança pour le prochain coup final de haut en bas. Sa pelle frappa Neumann directement à l'arrière de la tête, annihilant tout espoir de victoire. Avec un bruit fort, le chevalier tomba au sol comme un sac de sable. Le public, choqué par un tel tournant, s'étonne de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Le père de Royd ne s'y attendait pas non plus, car il était sûr que le coup de Neumann tuerait son fils. Mais Gabriel était calme. Les spectateurs ont commencé à chuchoter avec perplexité, ne croyant pas que le jeune maître avait gagné, car cela leur semblait un non-sens et une très étrange coïncidence de circonstances. Le baron Frontera, avec de légères hésitations et pauses, annonça lentement et haut et fort que son fils, Royd Frontera, avait gagné le duel. Neumann, qui gisait vaincu sur le sol, ne pouvait pas croire les paroles du baron, ne croyant pas qu'un maître d'épée comme lui puisse perdre contre une racaille comme Royd.
Le jeune homme s'est approché de son adversaire allongé sur le sol, lui précisant si Neumann avait exactement entendu cela, répétant qu'il avait gagné le duel. Royd méprisait son adversaire, jetant fièrement une pelle par-dessus son épaule, lui rappelant qu'il avait été battu avec une pelle. Et le gars n'allait pas s'arrêter là, se balançant à nouveau et informant Neumann que maintenant la punition tant attendue l'attendait. Le chevalier édenté, choqué, regarda avec peur son adversaire victorieux. Le père de Royd, voyant que son fils, malgré la fin du duel, balançait à nouveau la pelle, comme s'il était sur le point de frapper le chevalier allongé au sol, cria que le duel était déjà terminé, sans se rendre compte avec horreur de ce que Royd allait lui faire. Le gars, comme rendu fou par l'adrénaline et le combat, a inondé Neumann, accroupi dans une position protectrice, d'une pluie de coups de pelle. Le baron, en colère et horrifié, cria à nouveau le nom de son fils pour tenter de l'arrêter.